Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'information sur Canal 2 International, une semaine marquée par des débats dans les chaumières et autres salons feutrés relatifs à l'audit des lignes 65 et 94. La question relative à l'accès à la carte nationale d'identité n'a jamais fait solliciter des muscles pour demander à voir sa carte. C'était le cas du jeune Daouda à Fumbot, département du Nord. Nous en parlerons. Cette édition, nous avons le bonheur de recevoir sur ce plateau, au cadre du SDF, Jean-Robert Wafo. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monique, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Alors, cette semaine, vous avez eu une littérature assez abondante sur l'actualité. On parle davantage des lignes 65, des lignes 94, l'une étant pour l'investissement, l'autre pour les besoins de fonctionnement. J'ai envie de vous demander, Jean-Robert Wafo, comment appréciez-vous la température de l'État depuis le début de l'année 2022 jusqu'à cet instant? Nous sommes rendus au 16 octobre 2022, donc bientôt la fin de l'année. Question à un homme politique. Non, mais l'État a de sérieuses difficultés. On n'a qu'à voir, n'est-ce pas, les pénuries d'eau, les coupures intempestives de l'électricité. Le mouvement OTS n'a pas encore obtenu sa satisfaction depuis le déclenchement de ce mouvement. Et puis bon, voilà, donc il n'y a pas eu d'amélioration, n'est-ce pas, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Bon, voilà. Et puis, le pouvoir d'achat des Camerounais ne fait que s'amoindrir. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, ce n'est pas une nouveauté, mais sauf que ça s'est aggravé. Il y a une forte inflation, n'est-ce pas, depuis le déclenchement de la crise russo-ukrainienne. Donc, vous comprenez très bien que l'État est dans l'embarras. Il faut être de mauvaise foi manifeste pour ne pas le reconnaître. Vous êtes de ceux qui ont poussé un ouf de soulagement avec les débuts de résultats observés, obtenus à travers l'audit qui a été diligenté sur les lignes 65, 94. Vous vous êtes dit, enfin, on pourrait avoir de l'argent pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? Mais écoutez, le dossier des lignes 65 et 94, c'est un dossier que j'ai soulevé depuis plus de 5 ans. Je me rappelle d'une émission à la chaîne, donc dans une chaîne concurrente où j'avais pour copanéliste M. Roger Betala, qui était chef service économie à la CRTV. On en avait déjà débattu à l'époque, c'était en 2017. Et puis bon voilà, des gens ont cru que, bon, des esprits malveillants ont cru que c'était une histoire que j'inventais. Bon voilà, j'ai eu le cesse de revenir sur ce dossier. Et le RDF également par la voix, n'est-ce pas, de l'honorable Jean-Michel Nuitieux, quand le mouvement OTS a déclenché, n'est-ce pas, celui-ci a fait une communication pour indiquer les pistes où on pouvait, n'est-ce pas, puiser de l'argent pour, n'est-ce pas, satisfaire, du moins du côté financier, aux revendications, n'est-ce pas, du mouvement OTS et autres, notamment la ligne 65, qui est intitulée Dépenses communes de l'État en fonctionnement. Il était question, par exemple, qu'on a tout simplement puisé dans cette ligne pour satisfaire ces enseignants. Parce que, voyez-vous, il faut bien qu'on explique au Cameroun. La ligne 65, c'est une ligne, donc c'est une ligne intitulée Dépenses communes de l'État en fonctionnement. Je donne la parole à Lille Piégeot qui a traité le sujet dans un reportage. Nous allons en discuter de long en large tout à l'heure, je vous le rassure. Lille Piégeot, dans ce numéro, dans ce reportage, a posé la question de ce que sont ces lignes 94 et 65. Reportage. Depuis quelques jours, la presse nationale s'intéresse aux lignes 94 et 65 du budget de l'État. À quoi renvoient exactement ces lignes? Par exemple, la ligne 65, qui concerne essentiellement les interventions non prévues de l'État en ce qui concerne le fonctionnement. Et quand on parle du fonctionnement, on peut voir par exemple les évacuations sanitaires, on peut voir également les frais de mission ordinaires, les frais de mission extraordinaires. Et en ce qui concerne la ligne 94, il s'agit essentiellement de l'investissement.
l'État finance un certain nombre de projets qui ont été sélectionnés. Il peut s'agir des projets qui ont été sélectionnés dans des domaines ou des secteurs bien précis. Ces différentes lignes, portées par les ministères des Finances et de l'Économie, doivent être auditées par le contrôle supérieur de l'État sur une période allant de 2010 à 2021. Est-ce que les fonctionnaires, est-ce que les agents qui ont été affectés dans ce travail ont respecté le canevas légal et le canevas également réglementaire? On le saura après les enquêtes. Et si jamais ces canevas n'ont pas été respectés, les auteurs, les co-auteurs et les complices seront poursuivis. Les lignes 65 et 94 du budget de l'État du Cameroun, c'est environ 500 milliards de francs CFA, soit 5 000 milliards en 10 ans. Ont-elles véritablement été spoliées, attaquées ou surutilisées par les agents de l'État, tels que lus dans la presse? Les résultats de l'audit du Consupé sont vivement attendus. 95 milliards pour la ligne 94, la ligne 65 qui est réservée pour le fonctionnement, donc le quotidien, quand on arrive à avoir plus de 400 milliards de francs CFA. Comment expliquer cela? Non, justement, j'ai parlé des charges non prévues. Justement. Non prévues. Ça veut dire qu'il y a des charges déjà prévues. Tout à fait. Et budgétisées, financées. Et budgétisées, financées. Par exemple, vous allez voir les budgets d'investissement public, vous allez voir certaines autres dépenses courantes en fonctionnement, mais on dit les lignes, la 65 et la 94, c'est les lignes. Des imprévus. Oui, des imprévus. Ce qui n'a rien à voir avec le budget ordinaire. C'est compris dans le budget ordinaire. Tout ça, c'est dans le budget de l'État. Mais, comme il peut y avoir des charges imprévues, bon, on a créé dans ces lignes pour, n'est-ce pas, ces charges qui ne sont pas prévues. Ma question reste... Et l'essentiel, donc, maintenant, pour l'État, c'est par exemple de dire que, bon, ok, puisqu'il peut y avoir une charge imprévue, je prends le cas, par exemple, des catastrophes naturelles. On ne peut pas prévoir les catastrophes naturelles dans le budget de l'État. Même si on dit les catastrophes naturelles, on alloue un budget. Mais il peut y avoir des catastrophes, plusieurs catastrophes, autres catastrophes naturelles, de nature, à, n'est-ce pas, faire en sorte que le budget initial prévu soit dépassé. À ce moment-là, on va dans cette ligne-là. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Or, justement, malheureusement, on s'est rendu compte que ces deux lignes ont été, en termes de consommation, ont été un gouffre pour l'État. On a comme l'impression que ces deux lignes-là, en fait, ont été des lignes pour alimenter des copains et des copains. Je vais vous prendre un exemple. On parle de 5 000 milliards. Oui, c'est 5 000 milliards sur 10 ans, parce que le président de la République a prescrit un audit sur la période 2010-2021. Donc c'est 10 ans, donc c'est 11 ans. Oui. Alors quand on prend ces deux lignes-là, ça tourne autour de, ça fait autour de 400 milliards, plus environ 95 milliards, donc ça fait 500 milliards l'an. Ça fait qu'en 10 ans, je veux dire en 11 ans, vous voyez très bien qu'on a plus de 5 000 milliards. Tout à fait. Pratiquement l'équivalent du budget actuel. Donc vous vous rendez compte? Je dis, cet audit est la bienvenue. Même comme il arrive tard, mais j'ai l'habitude de dire mieux vaut tard que jamais. Ma question reste pendante de Jean-Robert Wafo. Je veux comprendre cette disparité, ce gap aussi grand entre le budget d'investissement, des prévisions pour un investissement et des prévisions pour le fonctionnement. Qu'est-ce qui vous surprend? Je suis en droit de l'interroger. Nous sommes dans un État qui a besoin de se construire. Je m'interroge autant que vous. Les lignes de fonctionnement ont toujours fait l'objet de priorités par rapport aux lignes d'investissement. Quand vous regardez même le budget général de l'État, la part belle est accordée au fonctionnement. C'est clair. Alors, ces deux lignes-là, ça ne devrait pas vous surprendre. Il y a des besoins d'infrastructures routières, les écoles, les hôpitaux, etc. Je dis, ce sont des lignes fourre-tout. Ces deux lignes-là, en fait, c'est des lignes fourre-tout. Prenons le cas de la ligne 65, pour les frais de mission. La norme, c'est maximum 100 jours de mission par an pour un fonctionnaire ou un agent de l'État. Mais il y en a qui ont
600 jours. 400 jours, 600 jours de mission. Comment on l'explique? Une année, c'est pas 600 jours. Le calendrier du Grégorien dit 63. C'est 365 jours. Et 366. Alors, ça veut dire qu'il y en a qui ont fait 2 missions par jour. Mais dites-moi comment on peut expliquer cela. En fait, c'est des lignes qui ont permis aux individus, aux mafias, de siphonner les caisses de l'État. Très bien. Je vais également sur la ligne 94. C'est 95 milliards, ça tourne autour de 95 milliards depuis 10 ans. Mais, comme je l'ai dit, l'objectif c'est de couvrir les charges non prévues de l'État en investissement. Mais, qui peut nous donner la liste de ceux qui ont bénéficié de cette ligne? Quels sont les critères qui ont présidé, n'est-ce pas, au choix des bénéficiaires de cette ligne? Pourquoi ne fait-on pas de publicité sur cette ligne en début d'année? Pourquoi? Quels sont les montants qu'on a accordés à chaque bénéficiaire dans cette ligne, année par année? Donc vous comprenez très bien qu'en fait c'est pour satisfaire les petits copains. Parce qu'il n'y a aucun critère. Et sur la base de... Quelles sont les modalités de financement de cette ligne? Avez-vous entendu vous dans ce pays, on a, n'est-ce pas, on a lancé un avis d'appel d'offres, n'est-ce pas, sur ces lignes? Non. En fait, c'est quoi? C'est que ce qui se passe, c'est que ces lignes-là, on a l'impression que ces lignes-là, c'est pour alimenter des gens dans le cadre, et je l'ai dit depuis, de la préparation du grand soir. Parce que les gens doivent le savoir. Le grand soir, le déterminant risque d'être le nerf de la guerre. Jean-Robert Quand on parle de nerf de la guerre, on parle de l'argent. Donc je suis d'avis que cet audit soit dominé. Et ce n'est même pas le seul audit. On va en revenir. On va en revenir, Jean-Robert Wafo. Ça fait 11 ans. 11 ans, 2010-2021. L'une de mes préoccupations, c'est de savoir le prétexte de l'instant. Pourquoi maintenant? Pourquoi l'a-t-on pas fait chaque année? Peut-être pour limiter les impacts dans certains détournements de deniers publics. Mais justement, je me pose la même question. Parce que dans un pays normal, chaque fois qu'un homme politique ou bien la presse monte au créneau, il nous donne immédiatement... Vous êtes homme politique, vous pouvez lire un tout petit peu dans les boules de cristal. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'à cet instant précis, en fin d'année 2000 ou alors en 2022, qu'on soit à diligenter en audit sur 11 années. Première chose, les caisses de l'État sont vides. L'État a de la difficulté, a d'énormes difficultés, n'est-ce pas, à boucler ses fins de mois, ses charges de fin de mois, notamment les salaires, et puis les dépenses sécuritaires, que ce soit dans le nord-ouest ou le sud-ouest, ou dans la partie septentrionale du pays avec Boko Haram, ainsi que dans la partie est du pays. Quand je parle de difficultés à boucler les fins de mois, il y a également les salaires. Bon, mais maintenant, le reste. Que fait l'État? J'en profite également pour signaler sur ce plateau qu'il y a un audit également qui a été lancé sur la dette flottante de l'État, où le MINFI, à travers la direction du budget, a demandé, n'est-ce pas, aux prestataires qui ont déposé des dossiers sur les créances de l'État et de ses démembrements de venir confirmer leur requête au plus tard le 18 novembre 2022, n'est-ce pas, à la direction du budget, faute de quoi leurs requêtes seront considérées comme rejetées. Donc vous comprenez très bien qu'il y a un problème de tension de trésorerie et les gens veulent se rattraper. Autre chose, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une bataille sanglante au sommet de l'État. Je dis bien une bataille sanglante. Dans la perspective du grand soir. Vous parlez des règlements de compte? Mais c'est tout comme. Qu'est-ce que vous mettez dans bataille sanglante? La bataille sanglante, c'est quoi? Quand vous regardez les fuites des documents dans les réseaux sociaux, est-ce que vous avez entendu un seul instant ou un seul jour qu'on allait braquer le ministère des Finances, le secrétaire général à la présidence de la République ou un ministère quelconque? Non. Ça veut dire que ces fuites sont alimentées. Donc sont bien préparés et dirigés vers certaines personnes qui vont les répercuter, n'est-ce pas, à l'opinion publique. Et c'est dans ce cadre, parce qu'il ne faut pas également perdre de vue. Le président de la République, lui-même, il sait en lui-même, c'est pas que je souhaite,
donc n'est-ce pas qu'il parte, qu'il meure. Non. Même à son pire adversaire, on ne saurait souhaiter une mort physique. Mais il n'y a que, c'est pas moi qui le dis, dans la Bible même, on le dit. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Et cela, comme dans l'imaginaire, comme dans l'opinion publique, ses collaborateurs font parfois comprendre, par personne interposée, que c'est lui le problème, que c'est le président de la République qui est le problème. Et il s'apprête à dire publiquement, dès que le grand soir va donc tomber, qu'en fait, nous, on ne pouvait rien. C'est lui qui dirigeait tout, c'est lui qui dirigeait tout, c'est lui qui était au-dessus de tout, c'est lui qui était omnipotent, omniprésent. Le président de la République, donc, il s'est dit, ok. Maintenant que je me réveille sur cette ligne-là, vous allez rendre compte. Maintenant que j'ai vu, vous allez rendre compte. Ça veut dire quoi? Le président de la République, manifestement, est en train de, en commandant cet audit, en instruisant cet audit, est en train de dire à ses collaborateurs que vous croyez que je vais partir et puis vous viendrez vous installer et dire que j'étais le seul responsable, je vous expose tous. Jean-Robert Wafo, en dehors de cet audit, on a eu le rapport de la Chambre des comptes sur les fonds querellés Covid, vous en savez quelque chose. Au-delà de ça également, il y a des institutions qui ont été créées, qui fonctionnent pour lutter contre la corruption au Cameroun. La NIF, la CONAC, etc., depuis plusieurs années. Comment expliquer cette légèreté avec laquelle la corruption, même si elle a reculé, en une certaine période, on était au pinacle du hit parade de la corruption dans le monde. Comment expliquer que la corruption continue à se porter aussi bien, en dépit des institutions, des instruments qui ont été mis sur pied, de tout un gouvernement qui est mis en prison pour servir d'effet symbolique, d'effet de choc dans les mentalités des Camerounais? Comment expliquer que cela perdure malgré tout ce qui a été mis sur pied? C'est justement ça le problème. Et il ne faut pas perdre de vue que toutes ces institutions, les patrons, les membres de ces institutions sont nommés par le président de la République. Bon, maintenant, est-ce que les moyens qui sont dédiés à ces institutions dans le cadre de leur mission sont suffisants? Je vais prendre l'exemple de la Chambre des comptes, qui est dirigée par un magistrat de haut vol, par un magistrat de qualité, un haut magistrat de qualité, un magistrat hors hiérarchie, Yap Abdou, pour peu qu'on l'a saisi, par rapport au Covid, vous avez vu, il a rendu un rapport remarquable. Et depuis qu'il a rendu donc ce rapport, qu'est-ce qu'on attend pour déclencher l'action pénale? Vous n'avez pas dit que cette institution n'arrive, donc n'a rien fait. Je serais attendu même que dans le cadre de ces lignes 84 et puis 65, que ce soit plutôt la Chambre des comptes qui le fasse, en toute indépendance. Parce que quand vous regardez le ministère en charge du contrôle supérieur de l'État, c'est un ministère qui est délégué à la présidence de la République. Donc il peut avoir des influences là-bas. Ça veut dire que le rapport de l'audit sera acheminé fatalement à la présidence de la République. Et s'il y a des gens à la présidence de la République qui sont concernés, qui sont indexés dans ce rapport, vous croyez que ce sera rendu public? Je ne pense pas du tout. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue. Ces deux lignes-là sont capables de faire tomber 20 fois la République. On a compris, Jean-Robert Wafo. Allez, vous avez 30 secondes pour qu'on termine sur la thématique. Et je dis ceci, cet audit doit aller jusqu'au bout et les rapports doivent être rendus publics. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'alors que les Camerounais tirent le diable par la queue, alors que l'éducation, n'est-ce pas, est pratiquement en lambeaux, pendant que les opérateurs économiques souffrent, pendant que les familles sont dans le noir, qu'une petite clique de Camerounais, n'est-ce pas, puisse siphonner les caisses de l'État à partir de ces deux lignes. C'est pas du tout sérieux. Jean-Robert Wafo, de l'innovation, qu'est-ce que vous proposez justement? Je suis de ceux qui pensent, je propose ceci. Voilà. D'abord, il faudrait que l'audit soit rendu public. De deux, que l'action judiciaire suive, que l'action pénale suive. Parce que il faudrait bien que les gens payent, que les coupables payent, que les auteurs payent, que les co-auteurs et les complices payent. Parce que c'est énorme. On parle de 5 000 milliards qu'il faut auditer.
Ça, c'est 5 000 milliards. C'est pratiquement l'équivalent du budget actuel. Et par la suite, il faudrait que, conformément, si l'action pénale aboutit à la condamnation de certaines personnes, qu'on ne se limite pas aux emprisonnements, qu'on puisse également saisir leurs biens. Qu'on saisisse, l'État peut confisquer leurs biens, donc après la saisie, ou alors tout simplement exploiter ou vendre leurs biens. Et autre chose, il faudrait également que les procédures soient, toutes les procédures concernant, n'est-ce pas, les détournements de deniers publics soient appliquées. Tout ce qui est contenu dans la loi, que cela, par exemple, soit frappé d'inéligibilité. Les personnes indexées dans ce processus, ce sont les agents de l'État et les fonctionnaires. On a parlé des fonctionnaires qui sont certains plus nantis que d'autres opérateurs économiques. Jean-Robert Wafo, vous qui aspirez à prendre le pouvoir, comment organiser le fonctionnariat au Cameroun pour qu'on n'assiste plus à ce type de crime économique? Il faut mettre fin à l'impunité. Donc, première chose, il faut déclencher le levier de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. C'est extrêmement important. Comme procès, quand je parle de la déclaration des biens, il y aura des malins, n'est-ce pas, qui vont mettre des biens au nom, je ne sais pas, de leur grand-mère, machin et tout, mais qu'on procède au comptage physique des immeubles bâtis. Si on se rend compte que, quand on voit un immeuble bâti, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ok, qui est le propriétaire? Si on se rend compte que c'est une grand-mère, on cherche, donc on enquête sur ce qu'elle faisait. On essaie de voir si cette grand-mère n'a pas un lien avec un fonctionnaire quelconque ou bien avec un ministre quelconque. Ça, c'est le comptage physique. C'est extrêmement important. Et ensuite, que les noms soient publiés afin que l'opinion publique sache que demain, leurs enfants, leurs petits-enfants, se rendent compte que le nom de leur père ou de leur grand-père a été cité dans le cadre du détournement des deniers publics. Ok, très bien. C'est extrêmement important. Et puis de 3, que l'ANI fasse vraiment son travail. Jean-Robert Wafo, avant cette enquête qui a été instruite au Conseil supérieur de l'État par le secrétaire général à la République, secrétaire général à la présidence de la République, eh bien, sur instruction du très haute instruction du président de la République, eh bien, précédemment, il y a eu une autre enquête diligentée pour pouvoir clair sur le budget qui permet de financer les projets portés par des promoteurs privés. C'est dire qu'on est en train d'aller vers un cataclysme, un renversement de tout le système, remettre tout à plat pour décoller à nouveau? Je suis de ceux qui pensent qu'il faut remettre tout à plat. Et je suis satisfait et je prends acte de ce que le président de la République lui-même a tiré les conséquences. Il sait très bien que ces deux lignes-là vont faire tomber 20 fois la République. De toutes les façons, il n'a plus rien à gagner, il n'a plus rien à perdre. À son âge, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on fait? On est conscient de ce que l'avenir politique est derrière soi. Donc, il n'a pas, je ne vous trouve pas l'intérêt qu'il a à couvrir ses collaborateurs qui ont contribué également à ternir sa propre image. Parce que quand vous êtes ministre de la République, vous êtes haut fonctionnaire, vous procédez à des détournements par milliards. Généralement, qui est-ce qu'on voit? C'est celui qui les a nommés. Donc, c'est lui qui paye les pots cassés auprès de l'opinion publique. Maintenant, celui qu'on est en train de voir, il se dit, ok, comme vous vous arrangez à travers vos amis, à travers vos relais, à faire croire que je suis le seul responsable, je vais moi-même vous livrer. Ok, c'est entendu. Jean-Robert Wafo. Vous avez parlé de ces projets. Oui, ces projets, effectivement, ont été financés par le biais de la ligne 94. Donc, intervention en investissement. Où sont, par exemple, passés, madame aussi, où est passée, par exemple, l'usine à tracteur de 100 mm? Où est passée la Sotramas, la société de transformation de manioc de 100 mm, dont le but était de transformer 120 tonnes de manioc par jour? Il n'y a pas une seule tubercule à la Sotramas, usine de transformation de manioc. C'est pour vous dire comment cette ligne, donc comment des gens fabriquent des hommes d'affaires, fabriquent des faux projets qui engloutissent l'argent à partir de cette ligne 94. Où est passée la SPAC,
la société de produits agricoles qui devait être logée à Bafan et qui devait disposer d'abattoirs d'une capacité de 2500 poulets par heure. Et la livraison de près de 1 500 000 poulets par an. Où est passé l'ASPAC? Où est passé, n'est-ce pas, cette SPAC? Montrez-moi un seul projet qui a été financé par cette ligne 94 et qui a bénéficié à l'État du Cameroun. Cette semaine, on a également parlé abondamment de la question relative à la carte nationale d'identité au Cameroun. Il y en a qui marchent avec des récépissés depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans toujours comprendre les motifs. Eh bien, le facteur déclenchant de cette semaine a été la sortie du jeune Daouda, 38 ans, dans le département du Nord, qui est allé saccager un commissariat, las d'attendre que sa carte nationale d'identité lui soit livrée. Et dans cette suite de reportages que nous allons vous proposer, la parole a été également donnée à la police camerounaise pour comprendre ce qu'il en est exactement, où se situe le problème pour que des milliers de Camerounais n'aient pas leur pièce nationale d'identité. Reportage, nous revenons derrière. L'affaire Daouda inquiète de nombreuses personnes et traumatise sa famille. Sa mère, que nous avons rencontrée cet après-midi à Fumbot, est inconsolable. Regardez mon état. Regardez l'état de l'enfant. L'enfant va mourir même. Parce que quand j'ai vu la tête de mon enfant hier, quand il sortait pour aller à Bafoussam, j'ai beaucoup pleuré jusqu'à ce qu'on m'a porté seulement pour ramener à la maison. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Même si c'est comment, pardon, libérez mon enfant. Âgé de 37 ans et natif de Fumbot, marié et père de plusieurs enfants, Daouda est un vendeur à la sauvette à Douala. Et selon le chef de famille, c'est un homme calme et non violent. Moi, je n'ai pas vu l'appareil cassé. J'ai vu la tête de mon frère qui est saccagée, cognée par les bottes. Voilà donc comment. Bien après, je constate qu'on ne me permettait même pas d'aller voir le victime. On le mettait à distance, à plus de 3 mètres de longueur de le couloir du commissariat là. Parce qu'il ne voulait pas qu'on constate qu'il a des blessures. Sa mère, qu'on nomme affectueusement Maman Pasma, appelle à une libération pure et simple de son fils. Je veux faire comment chaque jour pour aller le voir à Bafoussam. S'il vous plaît, sauvez-moi. Libérez mon enfant. Si maintenant là-bas, on va me dire que quoi? Sur les réseaux sociaux, une campagne en soutien à Daouda est lancée. À Fumbot, c'est l'indignation. La famille est en train de se mobiliser et sollicite de l'aide pour que justice soit faite. Des heurts à 2 niveaux perturbent le processus de sécurisation de la nationalité camerounaise. D'abord, le ralentissement dans la production et la livraison liés aux difficultés techniques, aux procédures et à la mise à disposition du matériel. Ensuite, le phénomène d'identité multiple. Plus de 3 millions de Camerounais ayant personnellement changé des éléments de leur filiation se retrouvent en situation de double, triple, quadruple identité et autres usurpations. En l'état actuel de la législation, seule la première identification contenue dans la base des données est considérée comme étant l'identité authentique d'un citoyen. Système verrouillé avec la digitalisation du processus. L'ancienne démarche propice au faux hors d'état de nuire. Avec cet ancien système, des individus pouvaient se faire établir une carte nationale d'identité pour aller commettre un crime, toucher un bon de caisse volé, percevoir indûment le salaire d'un tiers. Plus moyen de tricher au risque d'être frappé, a dit le secrétaire général de la Sûreté nationale face à la presse en janvier 2021. Dominique Baya s'est en outre voulu rassurant quant à la capacité de production journalière de CNI, passée de 10 000 à 15 000 dans les 280 postes d'identification répartis sur le triangle national et le centre de production de Garoua. Un déploiement impressionnant, mais qui ne permet pas à tous les Camerounais d'avoir leur CNI à temps. La preuve, le malheureux événement de Fumbot et d'autres douleurs silencieuses que crée le défaut de carte nationale d'identité. Jean-Robert Wafo, on parle de la difficulté d'accès à la carte nationale d'identité. Pourtant, en lançant en 2016 la nouvelle carte nationale d'identité au Cameroun et la refonte totale du système d'identification et de fabrication de nouveaux titres,
Le gouvernement voulait renforcer la sécurité sur le territoire, renforcer ou alors limiter l'usurpation de l'identité camerounaise. 6 ans plus tard, quel bilan vous en faites? Le bilan n'est pas bon. La protection de l'identité camerounaise. Je dis le bilan n'est pas bon. Moi qui vous parle, j'ai fait ma carte d'identité, j'ai déposé mes dossiers depuis janvier 2020 et jusqu'à ce jour, on ne fait que proroger. La durée de validité, ça fait que 2 ans. Quelles sont les informations qui vous sont données lorsque vous revendiquez vos... Mais on me dit, mais quand j'arrive, je présente mon récépissé, on essaie de fouiller, n'est-ce pas, au niveau des cartes d'identité qui sont effectivement là, et puis après, on me fait comprendre que, ok, votre carte d'identité n'a pas encore été servie, et puis on met le cachet, et puis on proroge. Quels sont les dangers liés à cette prorogation éternelle, on peut le dire, des récépissés au Cameroun? Mais tout le monde peut faire un récépissé. Donc à l'heure où on parle, il y a des Camerounais, donc il y a des étrangers qui peuvent facilement prétendre qu'ils sont, n'est-ce pas, des Camerounais. Ils peuvent aller fabriquer ces récépissés puisque c'est juste une feuille de carton, là, une feuille légèrement cartonnée. Et puis avec le cachet qu'on met. Voilà, il peut fabriquer dans des cachets, dans le commissariat, et puis ici, et puis voilà. Donc, ça suppose que l'objectif de la protection de l'identité camerounaise... Elle n'est plus protégée, la nationalité n'est plus protégée. Alors, le lieu de nous poser la question, mais comment peut-on faire un passeport en 3 jours? Un passeport qui dispose de plusieurs feuilles. Et on n'arrive pas à faire une carte d'identité, à délivrer une carte d'identité en 2 ans, 3 ans. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il est difficile de donner du tort à ceux qui pensent que c'est un système de mafia qui a été organisé, manifestement au niveau des commissariats. Mais et je pense que le délégué général à la sécurité nationale, M. Bagagile, qui est un homme, ça il faut le dire, qui au niveau de la sécurité nationale, se bat pour diminuer autant que faire se peut le nombre d'abus. On a vu réagir du tic au tac quand il y a eu des ripoux qui ont cherché à salir, n'est-ce pas, l'image de la police. Le délégué général de la sécurité nationale doit prendre le taureau par les cornes. On doit créer un numéro vert. Je dis bien un numéro vert. Et tous ceux qui, depuis un certain nombre de temps, n'ont pas pu obtenir leur carte d'identité définitive, il suffit de regarder, n'est-ce pas, et on demande aux gens de scanner leur récépissé. Il suffira tout simplement de regarder le lieu d'établissement de ce récépissé et mener des enquêtes à partir de ce commissariat. J'ai lu dans les réseaux sociaux, comme plusieurs Camerounais, qu'il s'agit manifestement d'une mafia organisée depuis des commissariats. Ça veut dire que vous comprenez l'attitude du jeune Daouda qui s'est fâché, qui a dû sortir du muscle pour exiger qu'il lui soit remis. Je le comprends sans toutefois être d'accord avec l'acte qu'on prétend qu'il a posé. L'usage de la violence. Je dis qu'on prétend qu'il a posé. Je dis je le comprends, mais sans toutefois être d'accord avec l'acte qu'on prétend qu'il a posé. Parce qu'il faudrait bien que les enquêtes, n'est-ce pas, nous révèlent si c'est lui qui a créé ce désordre ou pas. Et puis, dans un sursaut, le délégué général à la sécurité nationale... Quelles sont les chances d'une enquête impartiale dans un milieu comme celui-là, il était dans un commissariat? Quelles sont les chances qu'une enquête objective soit menée? Étant entendu... L'enquête ne sera pas seulement menée au niveau, n'est-ce pas, de qu'il a posé l'acte au milieu de ceux qui sont censés mener l'enquête. Oui, mais ils viendront témoigner. À la justice, ce n'est pas le commissariat de police, n'est-ce pas, qui établit la culpabilité, n'est-ce pas, d'un citoyen camerounais. C'est la justice camerounaise. Il y a ce qu'on appelle généralement des circonstances atténuantes. Donc je dis très bien que, et si j'avais été à la place du délégué général à la sécurité nationale, j'instruirais moi-même mes propres enquêtes. C'est depuis le 12 octobre qu'il est gardé à vue. Pour voir ce qui s'est passé. Et quand je parlais de la mafia, prenons un exemple simple.
Vous êtes 10 000 dans un commissariat, donc 10 000 Camerounais vont dans un commissariat. Et là, ça m'était dit dans les réseaux sociaux, donc ça a été écrit. Vous payez 2800 francs, chacun. Ça, c'est les frais financiers. 10 000, un commissariat, c'est-à-dire 10 000 Camerounais, citoyens camerounais partent établir leur carte d'identité. Le commissaire de police envoie un nombre de 5 000 dossiers. Il retient 5 000 dossiers, détruit ces 5 000 dossiers. Ça fait 5 000 fois 2800 francs CFA. Ça fait près de 11 millions. Je prends le cas de 10 000 seulement. C'est ce qui se rend compte, rien n'est vérifié. Non, je prends l'exemple simple. Je dis, je prends l'exemple de ce qui a été mentionné dans les réseaux sociaux. On ne va pas me dire que c'est le délégué général. On ne va pas prendre longtemps tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux en même temps, M. Jean-Robert Wafo. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de démenti sur cette publication dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de démenti. Peut-être pas encore. Ça fait près d'une semaine. C'est quand même un peu trop. La notion de temps reste relative. Écoutez, en même temps, je ne saurais croire que c'est le délégué général à la sécurité nationale qui est à la tête de cette mafia. Il n'en a pas besoin. Mais il se trouve que il y a forcément des mafias. Comment pouvez-vous imaginer qu'un Camerounais, citoyen camerounais, dépose les dossiers pour établir sa carte nationale d'identité? 2 ans après, il ne l'a pas. Il dépose pendant ce temps, donc entre-temps, le dossier pour l'établissement de son passeport. 3 jours après, il l'a. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui coince? Il y a un paradoxe que j'aimerais relever avec vous, Jean-Robert Wafo. Non, je dis quand on va dans les commissariats, il y a toujours des piles de cartes nationales d'identité qui attendent des preneurs. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? On a d'un côté ceux qui ont besoin de leur carte, de l'autre, des cartes qui attendent et des années et encombrent les commissariats. Les Camerounais ne viennent pas les chercher. Mais comment on explique ça? Mais pourquoi ne pas créer un numéro? Pourquoi ne pas tout simplement faire des SMS? On parlait dans ces 2800 francs CFA là. J'interroge la psychologie des Camerounais sur l'intérêt à disposer de sa pièce d'identité nationale. Comment expliquer que des cartes... Vous êtes sûr que ces cartes d'identité-là qui arrivent étaient effectivement destinées à ces commissariats? Je fais un constat. Il y a des cartes qui attendent éternellement. Quand on va retirer des cartes qui restent... La preuve, c'est quand on fouille celles des autres, celles des uns dans celles des autres, mais qui attendent indéfiniment. C'est par ordre alphabétique là-bas. Oui. Ça, là, dans le commissariat où moi je vais, je peux vous rassurer que c'est par ordre alphabétique. Donc, on regroupe par ordre alphabétique. On a parfois le sentiment que le nombre de personnes qui viennent demander à avoir leur carte est moins nombreux que les cartes disponibles qui attendent preneurs. Non, pas du tout. Non. Oui, c'est un constat. Non, c'est un constat peut-être parce que quand vous arrivez là-bas, vous ne savez pas le nombre de personnes qui sont passées avant. Voilà. Mais toujours est-il qu'il y a des centaines de cartes qui attendent. Mais oui, mais est-ce que le problème est simple. Il faut apprendre à résoudre des problèmes. On peut mettre sur pied un fichier. Donc, comment je peux dire? La délégation générale de la sécurité nationale peut communiquer par voie de réseaux sociaux, ou alors faire, comment je peux dire, oui, par voie électronique, la liste de ceux dont on a déjà établi la carte d'identité, ainsi que le commissariat où ces cartes s'y trouvent. C'est si simple que ça. 30 à 40% seulement des Camerounais sont sur les réseaux sociaux. Hein. Mais je dis, il y aura forcément un relais. Il y aura forcément un relais. Et on peut même afficher ça au niveau même des commissariats. Et même des sous-préfectures, des préfectures. C'est entendu, Jean-Robert Wafo. Donc ça ne coûte absolument rien. Donc il y a un dysfonctionnement qui est manifestement entretenu parce que je ne peux pas comprendre. Il y a même des personnalités de ce pays, et ça je peux vous le dire, bien sûr qu'ils ne sont pas à Yaoundé, parce que les personnalités dans Yaoundé, ils ont un traitement préférentiel, mais je dis des personnalités hors capital et politique, qui jusqu'à présent n'ont pas le carte d'identité alors qu'ils ont déposé des dossiers depuis plus de 2 ans. On vous dira peut-être que des gens auraient changé des noms, etc. Mais est-ce qu'ils peuvent changer? J'aimerais vous faire cette remarque, Jean-Robert Wafo. Quand on lançait justement cette nouvelle carte nationale d'identité, le secrétaire général à la délégation générale de la Sûreté nationale, Victor Ndoki,
qui est aujourd'hui ambassadeur du Cameroun en Allemagne, promettait que désormais, en une semaine maximum, on aurait les cartes nationales d'identité. Vous êtes sur le terrain, Jean-Robert Wafo. Vous n'observez pas simplement, vous ne critiquez pas simplement. J'imagine que vous allez également toucher du doigt, vous vous renseignez. Ça bloque à quel niveau? Quels sont le minimum d'informations que vous avez reçues concernant les blocages qu'on observe dans la délivrance de la CNI au Cameroun? Vous savez ce qu'on me dit? Chaque fois que moi je viens, cela me dit c'est mieux d'aller refaire votre carte d'identité plutôt à Yaoundé. Voilà ce qu'on me dit. Yaoundé, c'est un autre pays en dehors, c'est un pays à part? C'est la question que moi je me pose. C'est comme si nous communiquons par télépathie. C'est la question que moi je me pose. La carte d'identité coûte 2800 francs CFA. Il faut que j'aille à Yaoundé. Le transport aller et retour, c'est environ 10 000 francs. Donc ça fait 10 000 francs de frais supplémentaires. Eh bien, puisque vous parlez des problèmes, on en a aussi au sein du SDF, comme dans pas mal de partis politiques au Cameroun cette semaine. On a enregistré la défection des cadres du parti qui, selon eux, sont fâchés à cause des batailles entre les barons du parti. Reportage de Debarionda, on en commente dans quelques minutes. L'histoire d'amour entre le SDF et Irénée Fendjoute est terminée. Ce militant, président de la circonscription électorale du Mungo Sud à Mbanga, vient de quitter le navire. Navire qui perd également près d'une cinquantaine de militants dans cette partie du pays. Je ne porterai plus jamais la tenue du SDF, dû au mécontentement que nous avons subi. Aujourd'hui, le SDF, c'est les insultes, c'est les dénigrements. C'est des abus, c'est les divisions. Depuis plus de 15 ans que je suis dans SDF, je n'ai jamais vécu ces scénarios qui se passent aujourd'hui. Et selon mon âge, j'ai vu que je suis incapable de supporter tout ce qui se passe dans SDF. Voilà pourquoi je démissionne. Une situation qui plonge ces militants qui brandissent près de 20 ans de militantisme dans les regrets. Ils disent voir les engagements foulés aux pieds au profit des intérêts d'un groupuscule de personnes au sein du parti de Ninjon Frundi. C'est des militants, c'est des combattants qui ont été là pendant plus de 20 ans de leur carrière politique. Le malaise vient du fait de ce que le président national du SDF avait indiqué clairement qu'il ne devait plus être candidat à sa propre succession à l'occasion du prochain congrès. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons que ce malaise est profond, il faut l'indiquer, parce qu'il y a une tendance de l'honorable Minche, il y a une tendance de l'honorable aussi. Le torchon brûle également dans la circonscription électorale de Loum, où certains observateurs craignent aussi un possible séisme. Eh bien, John Frundi, épuisé après 30 années de lutte, des combats de sous-chefs entre Joshua Ossi et Jean-Michel Nietzsche sur la place publique, on observe des désertions dans les rangs du parti. C'était naguère la locomotive de l'opposition. Le parti point à la 4e place à l'issue de la présidentielle de 2018 après le RDPC, le MRC et le PCRN. Jean-Robert Wafo, quel SDF à l'échéance de 2025? Non mais le spectacle qui vient d'être mentionné dans votre reportage, c'est un spectacle désolant. Parce que, voyez-vous, il faut que les gens dans des partis politiques apprennent à respecter les textes du parti. Les textes du SDF sont clairs et les textes sont au-dessus de tout militant, futur président national du parti. Alors, il est clair qu'il y a une commission du NEC qui a été mise sur pied. Oui. Cette commission a pour mission d'accompagner les exécutifs régionaux dans les renouvellements des structures du parti. Nulle part, il n'est mentionné que la commission du NEC doit venir faire le travail des exécutifs régionaux tels que consignés par les statuts du parti. Alors, qu'une commission du NEC aille, n'est-ce pas, installer des structures au point d'aller et violer de ce fait les textes du parti, je dis c'est inacceptable, c'est inadmissible. Il faudrait que des gens sachent une chose, c'est quoi? C'est que les pères fondateurs du SDF ont fait, donc quand on créait le SDF,
ont pondu un statut qui était puissant, qui est puissant. C'est normal qu'il y ait des courants dans un parti politique. Mais un courant ne doit pas utiliser des méthodes famelettes, permettez-moi le terme, donc des méthodes lâches pour vouloir prendre le dessus sur un autre. Parce que il faudrait que les gens sachent une chose. In fine, ce sont les Camerounais qui votent. Le nombre de militants est largement inférieur au nombre de sympathisants. Pour dire que les sympathisants sont 100 à 1000 fois supérieurs au nombre de militants. Donc chaque fois qu'un responsable veut poser un acte, il doit se mettre en idée ceci, est-ce que cet acte ne va pas influencer, donc ne va pas ternir l'image du parti. Mais la scission est en train de s'observer. Ça suppose qu'en 2025, si le tir n'est pas corrigé, ce serait fatal, un peu plus que ce qu'on a vécu en 2018. Mais justement, ce sera la catastrophe. Si ce n'est pas le cas, ce sera la catastrophe. Il faut le dire aussi. Donc, ceux qui aiment le SDF ont intérêt que le SDF soit uni, soudé. Et pour que le SDF soit uni et soudé, il faut que chacun se range derrière les textes du parti. Parce que, voyez-vous, ceux qui veulent hériter d'un SDF semblable à une coquille vide pour faire ce qu'ils veulent faire, mais qu'ils sachent une chose. S'ils sont en mission commandée, une fois qu'ils ont transformé le SDF en coquille vide, les commanditaires ne décrocheront même plus leurs appels téléphoniques. Et c'est la raison pour laquelle je dis ceci, il faut retourner à un SDF originel. Un SDF qui est un front. Le nom n'a pas changé. SDF, c'est Social Democratic Front. Nous sommes un front. Nous devons revenir à nos fondamentaux. Nos fondamentaux qui sont les revendications, n'est-ce pas, les prises de parole publiques sur des sujets qui préoccupent le quotidien des Camerounais, effectivement des interventions qui vont en droite ligne de ce qui est attendu d'une opposition. L'opposition n'a pas intérêt à être une opposition conviviale. Ou alors une opposition docile. Jean-Robert Wafo. Pas du tout. Nous devons retrouver notre esprit conquérant, nous devons retrouver notre sens de l'initiative, notre sens de la percussion, afin que ceux qui hier étaient pour nous et qui sont partis reviennent aujourd'hui, afin que ces sympathisants qui commençaient à douter, n'est-ce pas, de la ligne que le SDF est en train de prendre soient rassérénés. Est-ce que ce n'est pas... Le SDF est en train de révéler ce qu'il était avant et ce qui n'aurait jamais cessé. Jean-Robert Wafo, est-ce que ce n'est pas la conséquence d'une sorte de sclérose qu'on observe dans les partis politiques? Ailleurs, les partis politiques se renouvellent de temps en temps. Mais on a l'impression qu'au Cameroun, depuis des décennies, ce sont les mêmes têtes qu'on voit dans la hiérarchie des partis politiques. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne contribue pas à lasser ceux qui sont à un certain stade du parti et qui voudraient aussi progresser dans le parti? Mais tout à fait, il faut un renouvellement. Le renouvellement, c'est pas, on ne peut pas, par exemple, se plaindre de ce que le président de la République est là depuis 39 ans. C'est 40 ans déjà. C'est en 82. Le 6 novembre, c'est bientôt. Ça va 40 ans. Et de pas se l'appliquer en interne. Bon, c'est vrai qu'il y a un bémol quand même, une petite peinture qu'il faut quand même mettre, c'est que le président de la République, lui, il a la tête de l'État. L'État appartient à tous les Camerounais. C'est-à-dire que vous êtes l'État, moi je suis l'État, c'est normal que je puisse m'exprimer, n'est-ce pas, sur le fonctionnement de l'État et sur la longévité au pouvoir au sommet de l'État. Et si on l'appliquait au SDF? Maintenant, le SDF, c'est un parti politique, c'est vrai, c'est une association de droit privé qui exerce, qui est dans le public, mais il faut d'abord être membre du SDF. Et de toute façon, pour ce qui concerne le SDF, le chairman a été clair, il a dit qu'il ne se représentera plus. On attend de voir. À la tête, bien sûr. Vous savez qui peut le plus, peut le moins. Si au centre, si au niveau du parti politique, il n'y a pas renouvellement des hommes, donc quand vous prendrez le pouvoir, certainement, ça pourrait être le même schéma qui pourrait se reproduire. Lui au moins a fait cette déclaration. Donc on attend que d'autres le fassent, que d'autres fassent de même. Mais bon, évidemment, si la parole est donc tenue, vous verrez forcément à la tête du SDF
lors du prochain congrès, un autre visage. Bon, voilà. Donc, non, je pense que... Et moi, je vais dire une chose, c'est quoi? C'est que, au niveau donc du truc SDF, les gens gagneraient à faire très attention. Parce que quoi? Je l'ai posté sur ma page Facebook. Le temps et les événements sont des déterminants les plus grands et les plus impactables dans la vie politique d'un pays. Quand je parle d'un pays, c'est également d'un parti politique. Je dis bien, je le répète, on a compris, Jean-Robert Wafo. Et les événements sont les déterminants les plus grands et les plus importants. On a récemment vu quand même en France le Front National prendre une nouvelle dénomination, renouveler les cadres, un discours qui s'adapte au temps, faire une entrée remarquable au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. Cet exemple pourrait-il inspirer les partis politiques du Cameroun? Oui, bon, ce sont les militants qui donc décideront. Généralement, vous savez, quand on veut changer la dénomination d'un parti politique, il y a des mécanismes statutaires qui sont à cet effet. Donc, bon, voilà. Donc, oui, le Front National, vous avez fait remarquer cela. Il n'y a pas que le Front National, il y a également le RPR qui après s'est moulé dans un grand ensemble, l'UMP, et puis après c'était devenu LR, donc les Républicains et tout. Bon, je dis, ce qui est le plus important, Madame Naoussi, c'est que l'opposition reste l'opposition. Et je suis de ceux qui pensent que l'opposition doit s'unir. Il faut une alliance dans l'opposition à la faveur des échéances électorales de 2025. Avec le SDF en tête de peloton? Ce n'est pas la tête de peloton qui compte. Que les plénipotentiaires s'asseyent et soient conséquents. Le choix doit également tenir compte de l'opinion. Oui. Pas seulement des sièges. C'est un vœu qui est exprimé depuis plusieurs années. Pourquoi l'opposition camerounaise n'arrive-t-elle pas à parler d'une seule voix, à s'unir véritablement? Je dis, l'alliance doit se faire également en tenant compte de l'opinion. Pas seulement de la représentation au niveau donc, des institutions. Non. On a vu la NUPES s'articuler autour de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise. On a par exemple vu un grand parti politique comme le Parti Socialiste se fondre dans la NUPES. Ça a permis au Parti Socialiste, n'est-ce pas, d'avoir des députés. Si le Parti Socialiste ne l'avait pas fait, ce serait la catastrophe. Le Parti Socialiste français n'aurait même pas eu un seul député. Donc je dis, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise dans l'opposition. Et ce qui nous unit, c'est effectivement de s'opposer à ceux qui nous gouvernent. C'est de prendre le pouvoir pour proposer une alternative, donc une alternance et une alternative crédible au peuple camerounais. Sinon, le peuple va se dire, mais écoutez, finalement, il n'arrive même pas à s'entendre. Qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, j'ai peur. Et j'ai dit bien, j'ai peur à ce moment-là que le renouvellement, que je veux dire que l'alternance se fasse dans le RDPC. Et de toutes les façons, je suis de ceux qui pensent que ça ne doit pas se faire dans le RDPC, mais il faudrait également que l'opposition dans son ensemble, je veux parler de la vraie opposition, soit conséquente. Parce que si cette alternance... Il y a une fausse opposition? Si cette alternance se passe dans le RDPC, c'est 40 ans supplémentaires. Jean-Robert Wafo, il y a une fausse opposition, j'aimerais que vous disiez un mot là-dessus. Il y a une fausse opposition au Cameroun? Mais écoutez... Laquelle? Comment vous la définissez-vous? Non, mais je vais vous poser également une autre... C'est moi qui pose les questions. Oui, mais écoutez, je vais également faire une autre remarque. Combien de gens sont intervenus quand il y a le scandale du Covid-19? Combien de gens de partis politiques d'opposition sont intervenus quand il y a eu le scandale de la gestion des fonds de la CAN? Combien sont en train d'intervenir pour les lignes 65 et 94? Qu'est-ce qui peut expliquer le silence, n'est-ce pas, sur tous ces scandales qui maillent la République? Qu'est-ce qui peut expliquer le silence de certains dans l'opposition alors que l'opinion est ébranlée?
Qu'est-ce qui peut justifier? C'est un silence complice. Qu'est-ce qui peut justifier tout ça si ce n'est, effectivement, et vous l'avez trouvé, le mot, si ce n'est un silence complice. Merci beaucoup. Jean-Robert Wafo, nous allons progresser parce que le temps nous imparti est vraiment limité. De toute façon en 2025. Merci beaucoup Jean-Robert Wafo. En début de semaine, on parlait de la journée mondiale de la maladie mentale, mais il y a des pratiques qui de plus en plus portent à croire qu'il y a beaucoup de malades mentaux qui circulent en cravate. Et cette semaine, c'est un adolescent de 9 ans qui a été à maintes reprises sodomisé par son voisin âgé de 71 ans. Le 21 août dernier, Blaise se plaignait des maux de ventre. Puis le 24 août, il saignait abondamment de l'anus. Ses parents explorent d'autres pistes. Le 21 août, que l'enfant était malade, il a parlé le mal de ventre. Nous avons cru que c'était le problème de verre. Au départ, c'était ça. Mais ce qui échappait aux pensées sera un coup de massue, toutefois dévoilé à l'hôpital. L'enfant a été sodomisé. L'infirmière qui était là, elle a vu comment l'anus, j'étais avec ma famille, l'anus de l'enfant éjaculait comme ça là. Je vois quand ma femme vient avec les larmes aux yeux, elle commence à pleurer que c'est Père Watt qui a sodomisé l'enfant. L'acte brutal, l'anus de Blaise est fendu. D'après le médecin, il souffre d'une invagination intestinale. Mais le petit n'a rien oublié. Elle m'appelait. Il y a qui devait m'envoyer, il a été genre tout ça en fait. Il y a qui me disait aussi déshabillé. Après, il m'a sodomisé. Après l'aveu de l'enfant, tous les regards se tournent vers un homme de 71 ans, surnommé Watt. J'ai donc demandé à monter après les amis, sont arrivés à Pilongue. Heureusement que ce monsieur était chez lui. Et le quartier voulait à tout prix le brutaliser, j'ai refusé. Sur place, une jeune fille nous est présentée comme une autre victime du violeur présumé Watt. Elle avait 6 ans au moment des faits. Je ne connaissais rien. Ma mère m'a seulement dit que mon voisin m'a violée. Blaise porte à ses jours une sonde et doit subir une seconde opération. Ses parents sont à bout de souffle. La deuxième opération devait déjà avoir lieu, mais faute de moyens. C'est pourquoi nous avons créé ce coup, parce que ça ne donne pas. Le mis en cause, peu avant sa détention à la prison de Neubel, vivait seul, sans enfant. Derrière cette grille, le destin de Carla, 3 ans, a été perturbé. Le sous-vêtement tacheté de sang est l'indice qui alerte sa mère le lundi 10 octobre. Je suis allée chercher ma fille à 13h. Comme d'habitude, je me rends compte que l'enfant, son sous-vêtement est sale. C'est rouge. C'est la première année de Carla dans cette école. Le bourreau l'a pénétré dans les 2 voies du postérieur, d'après l'expertise médicale. Carla, à plusieurs fois, aurait identifié le même homme. Pour me rassurer, il me dit de ne pas tirer des conclusions trop actives maintenant, d'aller d'abord dans une clinique ou bien dans un hôpital que je connais, qui me vient en tête. De là, on me certifie que l'enfant a été abusé. On réunit tous les maîtres de l'établissement, vu qu'ils ne sont que 2 enseignants là-bas comme hommes qui étaient là ce jour. Et l'enfant identifiait son bourreau comme étant le docteur, sachant que les docteurs portent les blouses blanches dont les enseignants pareil. On dit c'est qui t'a piqué les fesses ici? Elle dit c'est ce docteur, c'est ça. La vie de la fillette est retournée. Ces nuits s'enchaînent de cauchemars. D'après sa mère, l'école n'a jamais réagi. Elle est maintenant plus agressive, si je peux dire ça comme ça. Et la nuit, elle pleure dans le sommeil. L'établissement ne dit rien. Je me suis même fâchée il y a de cela. Ça fait une journée aujourd'hui que je me suis fâchée, hier précisément. Je m'en vais, je bavarde à l'école, je demande qu'est-ce qui se passe. Ils font comme si ça ne leur concerne pas vraiment. Pour confirmer ces déclarations, rendues à l'école au quartier Yassa, l'on est resté en rade. Daniel, un responsable de l'établissement, dit qu'une communication sera faite ultérieurement. Jean-Robert Wafo, votre réaction sur ce cas de sodomie enregistré cette semaine? Comment devraient se comporter les parents? Comment devraient même d'ailleurs se comporter les enfants à cette ère où le vice est rampant?
Non mais écoutez, c'est vraiment pathétique, c'est vraiment déplorable. Abuser de la faiblesse d'un enfant pour poser des actes de sodomie à son encontre, je dis c'est diabolique. Et c'est à condamner. Il faudrait que le coupable soit sévèrement puni. Maintenant, ce qui concerne donc les malades mentaux, j'aimerais tout simplement dire qu'il n'y a pas que ceux-là qui déambulent dans la rue qui sont des malades mentaux. Même ceux qui procèdent au détournement de deniers publics, voilà les véritables malades mentaux. Ce sera votre mot de fin pour cette édition de la rétrospective de l'information. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres, comme c'est le cas tous les dimanches à 9h. Jean-Robert Wafo, au cadre du Social Democratic Front. Merci d'être venu à ce rendez-vous. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Dimanche prochain, mesdames, messieurs, ne manquez pas le rendez-vous 9h. Je serai des vôtres, s'il plaît à Dieu, avec un nouvel invité abordant d'autres sujets d'actualité dominants de la semaine. Mais demain, 9h, demain à 13h, en compagnie d'Henri Kedjan Atembe, nous serons des vôtres pour le journal de la mi-journée, le journal bilingue. Allez, portez-vous bien et à bientôt.